J'ai participé à mon premier Planetary Qualifier et je l'ai planté. Avant de vous partager le débrief de mon naufrage, j'aimerais quand même mettre en avant une initiative locale pour que les gens puissent découvrir et apprendre à jouer à Star Wars Unlimited. Sur Toulon, donc dans la ville dans laquelle j'habite, dans la boutique Tactical Squad à la Garde, il y a une initiation de Star Wars Unlimited le 20 juin. Donc si Star Wars Unlimited fait partie des TCG que vous avez toujours eu envie de tester, eh ben, je vous invite à vous inscrire à cette initiation-là. Le concept, il est très simple. Vous vous présentez, vous achetez un deck préconstruit. Les gens sur place vous apprennent à jouer, vous apprennent les règles de base. Ensuite, vous faites un petit tournoi avec des lots à la clé. Et à la fin, vous repartez avec vos decks et des cadeaux. On espère que ça pourra dynamiser la scène locale sur Toulon parce que Star Wars est un jeu génial auquel j'adore jouer. Et je remercie les copains du local qui s'occuperont des initiations. C'est avec ce genre d'initiative qu'on fait découvrir au plus grand monde des jeux exceptionnels. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets le lien en description. Bonne initiation à ceux qui participeront. Bon, vous l'avez compris dans cette vidéo, je vais vous partager mon aventure lors de mon premier Planetary Qualifier sur Star Wars Unlimited. Un débrief un petit peu particulier parce que le tournoi s'est pas forcément très bien passé. Je pense que ça peut être sympa de partager ce retour d'expérience là. N'oubliez pas de mettre votre meilleur pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et de vous abonner sur la chaîne si c'est pas déjà fait. Un big up à Card Nexus, application avec laquelle vous pouvez gérer, trier vos collections, mettre en vente vos cartes. Et Star Wars Unlimited, ça y est disponible sur la plateforme, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci à GameGenic qui est notre partenaire accessoire sur l'année 2026. En les soutenant, vous nous soutenez également. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Pour ce tournoi, j'ai décidé de jouer Mère Talzin, base jaune. Bon visionnage. Talzin, c'est un deck qui n'a pas de big play, de big spell qui peuvent créer énormément de cartes advantage et renverser la table et renverser une partie. Il n'y a pas vraiment de play très swingy. C'est plutôt du micro-avantage, que tu additionnes à du micro-avantage, que tu additionnes à du micro-avantage, et qui fait qu'à la fin de la partie, l'association et la somme de tous tes micro-avantages t'ont permis d'avoir l'avantage sur ton adversaire. Mais si tu commences à faire des cadeaux et que tu laisses passer tes micro-avantages, tu peux pas rattraper ça avec un big play, un play un peu swingy, quoi. Donc ça te demande d'être particulièrement pixel. Je ne sais pas si tu corroboreras ce que je dis, Moonlapse, mais en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu sur ce deck-là, sur Mère Talzin. Et on va pouvoir finalement commencer à parler du débrief, puisque finalement, on y est un petit peu. Je vous avais promis un débrief de mon Planetary Qualifier, et après, en fait, avec le recul, je me suis demandé est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ce débrief-là. Parce que vous allez le comprendre, d'habitude, quand on fait des débriefs de tournois, on débriefe des tournois qui se sont relativement bien passés. Et je vais quand même le faire, ce débrief, parce que vous avez compris, c'est peut-être pas si bien passé que ça. Parce que je pense que ça peut être intéressant d'essayer de comprendre aussi pourquoi un tournoi peut mal se passer. Et ça changera globalement de tous les débriefs qu'on peut voir sur Internet. De proposer un débrief d'un tournoi qu'on a raté, littéralement. Je reviens sur la chronologie un petit peu des faits. Le set numéro 7 de Star Wars est le set qui met en place la rotation du format, la première rotation du jeu. Donc on est quand même dans un méta qui est vraiment renouvelé, avec forcément un inconnu, des inconnus. On ne sait pas du tout à quoi va ressembler le nouveau format, quels sont les decks performants. Je m'intéresse moi à ce format-là, je crois que c'est vers mars que intervient la rotation, ou février, je ne sais plus. Et donc on essaye tous d'anticiper quels vont être les decks qui survivent bien à la rotation, ou alors en tout cas les decks qui vont se créer post-rotation pour devenir un petit peu les bons decks du format. Moi, au tout début de cette rotation-là, et donc à la sortie du set numéro 7, je suis parti en tout cas pour tester, pour commencer à jouer en local, sur deux decklists, qui étaient donc Jyn Erso rouge et Mère Talzin jaune, qui sont deux decks qui avaient l'air assez obvious au tout départ du nouveau format. Je les ai testés à la sortie, et puis après, par chez moi, Star Wars Unlimited a souffert quand même d'un petit manque de hype récent, notamment avec l'arrivée d'autres jeux, qui fait qu'on n'a pas tant joué que ça. Par contre, il y avait un Planetary Qualifier qui avait été annoncé. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Planetary Qualifier, c'est comme un ProQuest à Flesh and Blood, comme un Pro Tour Qualifier à Magic. C'est un gros tournoi qui est organisé par des boutiques, qui peut réunir, ça va de 30 joueurs à certains Planetary peuvent monter jusqu'à 100 joueurs. Et le gagnant d'un Planetary Qualifier se qualifie au Planetary tout court. Et le Planetary tout court, c'est l'équivalent du Pro Tour. C'est ce qui peut te qualifier au World derrière.
Nous, on n'avait jamais eu de Planetary Qualifier dans notre ville de Toulon. Et forcément, c'était quand même l'occasion de pouvoir participer à mon premier Planetary. Moi, j'avais déjà fait ce qu'on appelle des Store Showdown, qui sont des tournois boutiques un peu compétitifs, avec des lots sympas. Donc je savais déjà plus ou moins jouer des tournois un peu à enjeu sur Star Wars. Mais jamais un Planetary Qualifier qui attire quand même plus de monde, les gens se déplacent, il y a une qualif à aller chercher. C'est quand même un vrai enjeu. Donc quand ce Planetary a été annoncé dans ma ville, dans la boutique dans laquelle je joue, je me suis dit ok, je vais le faire, trop bien. Je vais faire mon premier Planetary Qualifier. Je vais essayer de me donner un peu les moyens. Sur le set numéro 5, 4, 5 et 6, j'ai beaucoup joué à Star Wars Unlimited, donc j'avais des bonnes bases. Je savais plus ou moins ce que faisait le format et j'étais plutôt à l'aise pour jouer des games compétitives. Je rappelle que j'ai joué notamment Anne 1 jaune ou jaune-vert en fonction des méta pendant les sets précédents. Et j'ai aussi beaucoup joué avant le ban de Force Row, Anne bleu-rouge, donc Anne 2 cette fois-ci. Et donc c'était les decks avec lesquels j'étais les plus à l'aise. Comme je vous le dis, le 7-7 sort, il y a la rotation. Je pars sur 2 deck lists parce que c'est des listes qui sont assez mises en avant par la communauté au moment où le jeu sort, donc Talzin et Jyn Erso. Très rapidement, on se rend compte que Jyn Erso, c'est une fausse bonne idée et que ça marche pas si bien que ça. Et Talzin, ça reste toujours un peu vivant dans le tier 2 du format. Sauf que comme je vous l'ai dit, j'ai finalement pas tant joué à Star Wars que ça. Et surtout, j'ai un peu fait une erreur, c'est que je me suis mis un autre enjeu compétitif dans les pattes. Et c'est quand même difficile de ménager deux échéances compétitives au même moment. Je me suis inscrit au Regional Qualifier de Toulouse sur One Piece Card Game, qui intervient le 30 juin. Et donc ça, c'est un énorme événement, c'est un open avec des milliers de joueurs, avec un énorme pricing sur le top 64 et encore plus sur le top 8. Et c'est vrai que comme je jouais beaucoup à One Piece récemment, je me suis plus investi sur la partie pour la partie One Piece. Donc, comme le dit Foll dans le chat, dur de chasser de lièvre. Je ne pensais pas que ça allait être dur à ce point-là. Et je me disais, ok, One Piece, je pars de plus loin, j'ai plus à apprendre, j'ai moins joué compétitivement. Star Wars, c'est vrai que j'ai toujours relativement su jouer convenablement avec pas énormément de temps de jeu. Je veux dire, j'ai joué le même leader pendant des années, en tout cas plusieurs méta, donc Anne 1 jaune ou jaune-vert, ce qui fait que globalement, toutes les séquences, les différents pièges que peuvent me tendre mes adversaires, je les connaissais, et donc j'avais pas spécialement beaucoup besoin de réviser avant de jouer des tournois. Sauf que ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que comme là, il y a eu la rotation, tous les acquis, toute l'expérience que j'avais pu accumuler sur Star Wars Unlimited, c'était un peu remis à zéro, parce que les 2 decks que je jouais sont des decks qui n'existent plus, qui ne sont plus jouables, en fait, ils sont juste tout simplement plus légaux, et donc il faut repartir de zéro. Et comme j'ai plus joué à One Piece qu'à Star Wars Unlimited, au moment où le Planetary Qualifier approchait, je me suis forcément penché sur la question de ok, ça arrive quand même, qu'est-ce qu'on va jouer pour ne pas être trop ridicule sur ce Planetary. Et donc j'avais toujours les 2 options, donc Jyn et Mertalzin jaune, sachant que c'était 2 decks qui n'étaient pas spécialement les decks les plus représentés du format. Mais disons que Mertalzin, ça a joué des cartes que je connaissais déjà pré-rotation, et qu'en plus de ça, ça venait de gagner le Regional Championship à Prague. Pas de gagner, de faire finale au Regional Championship à Prague. Donc je me suis dit, ok, il te reste de toute façon pas assez de temps pour tester un autre deck. Ce qu'on va faire, c'est que la semaine avant le Planetary Qualifier, juste la semaine d'avant, tu vas prendre ton Talzin, tu vas aller jouer au local avec les 2 collègues avec qui on jouait régulièrement. Et tu vas faire un peu de volume sur Karabast. Donc Karabast, c'est un simulateur non officiel qui vous permet de jouer comme vous voulez à Star Wars Unlimited. Donc je vais au local avec Mertalzin, j'avais pas joué depuis au moins 3 semaines, 1 mois, je pense.
Je découvre un peu le nouveau format, je découvre que finalement les decks les plus populaires c'est les decks Boba rouge base neutre, les decks Lando jaune base neutre. Euh, je découvre qu'il y a beaucoup de decks spatiaux, même si ça pour le coup on l'avait anticipé, on le savait plus ou moins. Euh, et je me fais un peu martyriser. Je pense que je prends pas une game de la soirée avec Talzin, que ça soit contre Boba rouge, que ça soit contre Obi-Wan. C'est vraiment très compliqué, je perds énormément, mais du coup j'apprends un peu. Quand je suis chez moi, je joue sur Karabast, je lance des games, et je perds 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5. Je pense que j'ai dû faire un truc comme 3-11 sur Karabast avec Mertalzin jaune. Je perds beaucoup, j'affronte beaucoup de decks spatiaux que j'arrive pas difficilement à endiguer. J'affronte beaucoup de decks contrôle qui m'écrasent assez facilement. Et les quelques match-up agressifs que je rencontre, et notamment des match-up agressifs terrestres, pour le coup, je les gagne assez facilement, mais juste parce que la théorie du match-up fait que Talzin, deck que je vous présenterai tout à l'heure, temporise très très bien et contrôle très très bien les decks aggro, quoi. Donc bref, j'arrive pas hyper confiant, à tel point qu'un ou deux jours avant le Planetary, je me dis mais attends, là tes séances d'entraînement c'est à une semaine du Planetary, t'as dû faire une vingtaine de games et globalement le résultat c'est que tu t'es fait bourrer en masse. Est-ce que c'est bien malin d'aller faire le Planetary, quoi? Et puis je me dis bon, je me suis engagé. J'ai dit notamment à la communauté que j'allais le faire. Moi, j'ai quand même envie d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble au niveau d'un Planetary. Il y aura les copains, c'est dans ma ville. Même si en vrai, je suis pas à la hauteur de l'événement, ça me coûte pas grand-chose d'aller faire ce Planetary. Advienne que pourra. Et parfois d'ailleurs, il y a un petit peu cette théorie de tu perds beaucoup à l'entraînement et ça se passe bien lors du tournoi. Moi, j'ai un peu ce truc-là de je me fais bourrer par mon pote à l'entraînement et puis quand je l'affronte en tournoi, je gagne. J'ai un peu ce truc-là. Donc je me dis pourquoi pas, on va tenter notre chance. Et donc c'est comme ça que je me retrouve à jouer un Planetary Qualifier sur Star Wars Unlimited, alors que malheureusement, je suis pas très bien préparé. Mais vous allez voir que le choix de deck a probablement pas aidé, et qu'avec le temps de jeu que j'avais, j'aurais mieux fait probablement de partir sur autre chose. C'était important pour moi de refaire toute la chronologie pour que vous compreniez bien pourquoi, quand on veut participer à des événements comme des Planetary Qualifiers, il faut quand même la préparation adéquate, la préparation qui va avec. Et là, vous voyez que du coup, ma préparation, elle a été paresseuse, chaotique, et, et globalement, même mon choix de deck, il a été juste, bon, j'avais déjà Talzin de monter, vas-y, partons sur Talzin, quoi. Je me suis réveillé trop tard, si jamais je voulais monter un autre deck, fallait commander les cartes. Bref, il y avait tout pour que ça se passe mal, finalement. Au niveau du deck que j'ai joué, donc Mertalzin, c'est un deck bleu infamie avec une base jaune. Le concept du deck, il est très simple. C'est que dès que vous attaquez avec une unité force, eh bien vous allez créer un token force. Et en utilisant votre token force, vous allez pouvoir mettre un marqueur -1/-1 à une unité pour cette phase. Ça vous permet globalement de pouvoir faire un petit peu de board control, de pouvoir prendre des meilleurs trades et de prendre moins de dégâts sur vos unités, et aussi de pouvoir parfois passer la priorité pour que votre adversaire joue avant vous. Le fait d'attaquer avec une unité force pour créer le token force, ça vient de la base. Et on joue notamment jaune alors que Talzin peut jouer vert ou rouge, parce qu'on a notamment de très bons arguments, comme notre ami l'étranger, dont je parlerai un peu plus tard. Au niveau de la liste que j'ai jouée, je me suis inspiré globalement de celle qui a fait finale au régional de Prague, donc avec beaucoup d'early drop. Comme on veut absolument trigger la force, on est obligé au tour 1, donc au moment où on a 2 ressources, d'avoir une unité qui a la force. Parce que ça nous permet dès le tour 2 de pouvoir attaquer, générer la force et commencer à faire donc nos utilisations de Mertalzin. Globalement, on va mulligan toutes les mains qui ne trouvent pas un drop 1 pour jouer. Vous allez voir que ça va être important. Donc on joue 9 drop 2, qui sont des tours 1, parce qu'on commence avec 2 ressources à Star Wars, que vous le compreniez bien. On en joue 9 qui sont capables de générer la force et qui ont ou une capacité à se protéger ou assez d'endurance pour ne pas se faire one-shot au premier tour par l'adversaire. À ça, on va rajouter 2 directeurs créniques, qui certes n'est pas une unité force, mais qui a une capacité à se protéger et qui peut en plus bonifier des cartes comme la guerrière sœur de la nuit, qui elle est une unité force, mais qui va coûter moins cher parce qu'elle a un effet when defeated.
Et Krennic nous permet de jouer des unités ON Defeated pour 1 de moins. Ça nous permet d'avoir des séquences d'early game assez intéressantes. Et comme avec Talzin, on veut contrôler le board, prendre les trades, jouer en réaction, tourner autour de ce que fait l'adversaire, prendre les trades, jouer en réaction et contrôler, bah quand tu as une unité qui va te faire piocher une carte quand elle est éliminée, tu es super content de prendre des trades avec. Donc ça, c'est la base early game du paquet. Ensuite, en drop 3, on joue 3 Darstraya et 3 Shin Hati. C'est les seuls drop 3 qu'on va jouer en dehors de certaines interactions. C'est des unités force. Celle-là est protégée, celle-là elle tank bien, et celle-là elle permet de faire 2 fois l'effet du leader. Donc contre les decks aggro, c'est très bien, et en plus elle a assez d'endurance, donc c'est un body qu'on aime bien avoir contre les dégâts indirects d'un Boba par exemple. Une des meilleures unités du jeu, l'assassin de Talzin, donc qui est 4-4 pour 4. Cette carte-là, quand on la joue, si on utilise la force, donc on a généré le token force en attaquant avec une unité, si on crame notre token force, on peut mettre -3/-3 à une unité. -3/-3 plus une utilisation de Mertalzin, ça, on se retrouve à pouvoir gérer une carte qui a 4 sur notre tour à 4 ressources. C'est généralement très fort, on peut à peu près tout attraper, quoi. Autre unité qui est très puissante, le Darth Tyrannus. Lui, il va pouvoir taper directement dans une unité quand il arrive. En plus, il est protégé, il tape à 4. Il faut quand même avoir la force pour avoir le droit d'embouche avec lui. Mais c'est une unité qui est assez décente. L'étranger, c'est une des raisons pour laquelle on jouerait jaune. C'est une carte qui est 1-7 pour 5. Ça a l'air d'être exécrable comme stat. Il a l'embuscade, donc il peut aller taper le tour où il arrive en jeu dès lors que ça cible un personnage adverse. Mais il a l'aplomb. L'aplomb, ça veut dire que s'il a X dégâts, vous lui rajoutez X de force. Je prends un exemple. S'il a 3 dégâts, eh bien en fait il tape à 4. S'il a 5 dégâts, bah en fait il tape à 6. Sauf qu'il y a un petit twist avec cette carte-là. Vous pouvez faire en sorte, lorsque cette unité attaque, que votre adversaire vous inflige ses dégâts en premier. C'est comme si vous disiez à Magic, bah, ta créature, elle va avoir l'initiative au moment du trade. Ce qui va mécaniquement créer un truc assez intéressant, c'est de dire, puisque tu vas me mettre, je prends l'exemple d'une 4-4, tes 4 dégâts en premier, et bien dans ce cas-là, mon étranger, au moment où moi je vais te mettre les dégâts, il va pas te mettre un dégât, il t'en mettra 5. Et donc ça nous permet de prendre des trades hyper intéressants sur des cartes qui sont 4-4, 4-5, 5-6. Parce que l'étranger va pouvoir buffer sa force avant de challenger les personnages adverses. C'est une très bonne carte, notamment pour répondre à certains leaders quand ils déploient sur le terrestre. Donc carte plutôt intéressante. En haut de curve, on a Anakin, qui est toujours très très bien pour tenir le board et faire de la gestion. Au niveau du late game, j'avais le fils pour pouvoir mettre plus de dégâts et 2 croiseurs Cantwell qui permettent de temporiser, d'engager une unité. Forcément, on avait les 3 sabres laser assemblés. Au début, je pensais qu'il fallait les mettre sur notre drop 2 dès le tour 2 pour pouvoir commencer à mettre une vraie pression. Mais en fait, il y a trop de gestion dans le format, à moins que tu puisses affronter un deck dont tu sais qu'il n'a aucune gestion, mais c'est plutôt rare. Vraiment, le sabre laser, il avait plus de valeur à être déployé, en tout cas joué sur une Mertalzin au moment où tu déploies. Ça te coûte que 3 ressources sur ton tour à 5 ressources, donc tu as toujours 2 ressources pour faire un petit micmac, un petit drop 2. Mais ça permet surtout à ta Talzin de taper pour 7, d'avoir 10 d'endurance, et comme c'est un leader, de ne pas souffrir des interactions de l'adversaire, parce que la plupart des interactions ne tuent pas les leaders. Donc c'est vrai que ça, c'était un play qui était souvent très puissant, en vrai. Au niveau des gestions, on jouait 3 condemnes, 3 points de bascule, pardon, vous ne les voyez pas. 2 réquisitionnés, j'ai jamais reçu le 3e à temps pour le tournoi. J'ai commandé le 3e, mais je ne l'ai pas reçu. Donc je suis parti avec 2 réquisitionnés, qui est une très bonne carte contre les decks pilotes à base offensive, voire même en fait contre Boba, contre Piet. Ça va te permettre de gagner beaucoup de temps, de faire de la tempo, d'aller crash un vaisseau adverse dans un autre vaisseau adverse, ou juste de mettre des dégâts et de lui renvoyer dans la main. Donc vraiment carte très puissante qu'on joue même main deck, tellement le deck a des faiblesses contre le spatial. Vous l'avez vu, on n'a que des unités terrestres, donc si l'adversaire déploie beaucoup de vaisseaux, on peut pas aller trader et matcher ces vaisseaux. Et comme nous, on est un deck, on veut prendre tous les trades, les gameplays spatiaux fait que notre deck fonctionne pas très bien. Et ensuite, on a l'anti-bet polyvalent du format. Dès lors qu'on joue en famille, on peut jouer No Glory.
Et la petite cerise sur le gâteau, c'est agressive négociation pour pouvoir faire la course et mettre les derniers points manquants dans des games qui sont un peu serrés. Alors on la joue off-color, hein, c'est vrai qu'on n'a pas de rouge dans le deck, donc cette carte-là, elle va pas nous coûter 3 à jouer, elle va nous coûter 5. Mais payer 5 pour souvent rentrer 10, 11 ou 12 dégâts sur la phase, bah, ça vaut largement le coup parce que c'est souvent létal en fait. Donc on est un peu obligé de jouer ces agressives négociations. Dans le side, j'ai décidé d'énormément respecter encore une fois les decks spatiaux. Je m'attendais à affronter beaucoup de decks aggro ou de decks, ouais c'est ça, de decks Vador, de decks pilote, de ce genre de deck là en fait. Et donc je m'étais adapté avec l'arbre se souvient qui va nous permettre notamment sur les déploiements de leaders pilotes comme des Lucs par exemple, eh bien, de gérer l'unité sur laquelle le leader s'est déployé et donc faire sauter le leader par la même occasion. Détenu pour interrogation, j'ai jamais trop su contre quoi rentrer la carte, si ce n'est pour incliner des leaders qui au déploiement font des choses assez broken. Mais c'est pas la carte qui m'a été le plus utile. On avait un petit one-off d'Emergency Power qui permettait dans des match-ups où il y a peu d'interaction de pouvoir buffer une unité et taper plus fort. J'avais un troisième croiseur en side, 2 Hyperspace Disaster pour attaquer encore une fois les decks spatiaux pour pouvoir détruire toutes ces unités. Et j'avais le petit impulsion électromagnétique pour attaquer les decks plus aggro comme Yularen ou alors encore une fois des decks comme Dark Vador. Pilote très, très offensif. Au niveau de la decklist, globalement, je ne changerai pas grand-chose. Ce que je changerai, c'est le choix du deck au global et la préparation. Mais je veux dire, si jamais vous deviez jouer Talzin jaune, bon, la decklist, elle est tout à fait fonctionnelle. Minus, on peut avoir des préférences et débattre de certains choix. Au global, j'ai trouvé que la decklist fonctionnait convenablement, quoi. Donc je me pointe au Planetary à Toulon. C'est marrant parce que ce débrief va probablement faire marrer les collègues du local. Ils savent très bien du coup que je devais faire un débrief d'un tournoi qui s'est mal passé. On en rigolait un petit peu en mode wow, le débrief va être coton. Les débriefs les plus compétitifs, il y a d'autres joueurs plus compétents que moi qui le feront. Là je vous partage mon expérience et je pense qu'on l'a tous vécu ce côté... je me suis pas assez préparé à un tournoi et j'ai un peu planté mon tournoi. Et si jamais ça vous est jamais arrivé, au moins vous savez plus ou moins ce qu'il faut pas faire quand vous voulez vous mettre à la hauteur de l'événement. Le premier match que j'ai affronté, quand je m'assois lors du Planetary Qualifier, on est 31. Il faut quand même que je rappelle un petit peu comment va se passer le tournoi. On est 31 sur la ligne de départ. Donc ça veut dire qu'on va jouer 5 rondes into top 8. Comme on a le droit de faire des draws intentionnels, globalement, tous les joueurs à 3-0 vont pouvoir double ID pour lock les 4 premières places. Donc il y aura 4 autres places à pourvoir, j'imagine, pour les joueurs qui seront à 3-1-1 ou à... non, 3-1, c'est pas possible. Si, à 3-1-1 ou à 4-1. Donc t'as pas trop le droit à l'erreur quand même pour espérer accrocher ton top 8. Premier deck que j'affronte, Lando. Lando, c'est le deck jaune, un peu rampe, un peu linéaire du format, qui correspond très très bien à ce que j'aime bien jouer dans Star Wars. Ça ressemble, en tout cas, ça peut se rapprocher de Han 1 jaune. Il y a pas mal de cartes communes et cette stratégie de ok, je vais imposer juste beaucoup de stats sur le board et courir et essayer de déborder mon adversaire en ayant en plus des impact plays, des plays impactants en late game. C'est typiquement le deck que si j'avais pris le temps de choisir le bon deck pour moi, de m'entraîner et tout, je pense que c'est ce que j'aurais pu pick. Et c'est pas impossible que je puisse partir sur ça dans les prochains mois. Donc je m'assois en face de mon adversaire. Je sais pour le coup que Lando, c'est un match-up décent pour Mertalzin. Donc c'est plutôt à mon avantage de rencontrer ce deck-là. Vu que c'est un deck terrestre et qui a quand même une volonté plutôt agressive, c'est exactement ce que Mertalzin aime bien. Mertalzin, elle n'aime pas les decks spatiaux et elle n'aime pas les decks contrôle. Mais si tu es mid-range dynamique, aggro et terrestre, globalement, tu es dans la range de ce qu'on aime bien affronter. C'est pas facile parce que le deck est fort, mais disons que la texture de gameplay, elle est ok pour Mertalzin.
Première game, on joue une partie disputée, sachant que moi, je suis la personne qui doit prendre tous les trades avec Talzin. Donc ça te demande beaucoup de séquençage, attends, je dois mettre mon -1 ici, ensuite je dois taper, il faut faire les choses dans le bon ordre. C'est vraiment, il y a beaucoup de micros. Star Wars, c'est un jeu beaucoup de macro, de vision à long terme, de comment tu dois te positionner. Est-ce que c'est toi qui prends les trades? Est-ce que c'est toi qui dois mettre en place le beatdown et tout? Il y a beaucoup de knowledge là-dessus. Et comme il n'y a pas d'interaction pendant le tour de l'adversaire, il n'y a pas tant de micros. Mais il y a des decks qui demandent des séquençages précis pendant ton tour. Et c'est le cas de Talzin. Et c'est là où, du coup, moi, le volume va me faire défaut. Parce que je fais des petites erreurs de micro et de séquençage. Ce qui fait que, par exemple, sur un board de 2-3 créatures, au lieu de clean les 3 créatures avec un séquençage optimal, eh ben, je me retrouve qu'à en clean 2, par exemple. Et ça vient du manque de volume. Donc, je fais 2-3 approximations. Mais on arrive à un spot où je me retrouve donc avec un board plus impactant et un petit peu d'avantage à la course au PV. J'ai Anakin sur le board. Je vous montre la séquence parce que c'est la séquence que j'ai un peu plantée. Et donc j'ai le choix de taper avec Anakin et de monter la base de mon adversaire à un certain nombre de dégâts qui me permettra probablement de gagner le tour d'après avec une agressive négociation sur à peu près n'importe lequel de mes drop 2 sur le board. Et j'ai un autre play, qui est un play exécrable, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est de dire, ok, plutôt que de taper avec Anakin, je vais mettre un sabre laser sous Anakin. Ça me permettra non pas de taper à 5, mais de taper à 7, dès que j'aurai repris la main. Et en plus de ça, ça permettra à mon adversaire, en tout cas ça empêchera mon adversaire de bien faire la course, parce que comme Anakin est une unité neutre, eh bien dans ce cas-là, il ne profite pas du boost d'attaque Raid 2, mais par contre, il bénéficie de l'effet Sentinelle. Et donc l'effet Sentinelle, ça veut dire que mon adversaire doit passer par Anakin avant de pouvoir mettre le moins de dégâts sur ma base. Donc c'est un play qui est très greedy, qui me récompense si mon adversaire n'a aucune interaction, parce que je frappe plus fort et j'encaisse moins. Par contre, s'il a une interaction, c'est une carte de perdu de ma main et 5 points que j'ai pas mis dans la base. Je prends ce choix qui est un choix exécrable, je mets mon sabre laser sous Anakin en espérant récupérer la main et pouvoir mettre mes 7 dégâts. Et à ce moment-là, mon adversaire, il me joue cette carte-là, What is this, qui permet de renvoyer une unité non leader dans la main de son propriétaire et d'engager toutes les autres unités dans la même arène. Donc ce qui se passe, c'est que moi, quand je fais sabre de l'assemblée, mon adversaire, il me fait bah, ok, tu reprends ton Anakin en main, ton sabre il pète et toute ton arène terrestre, elle s'engage, tu pourras pas taper avec. Et là où je vous dis que je suis vraiment nul, c'est que quand tu affrontes pendant des mois Lando, tu sais que What is this, c'est une des meilleures cartes de son deck et tu tournes autour et tu la respectes et tu la prends en compte. Et tu sais que cette carte-là, si tu décides de mettre ton sabre sous ton Anakin, ton adversaire, il va jouer cette carte-là et il va te pourrir derrière. Sauf que moi, comme Lando, au local, personne ne le joue. Et sur les 15 games que j'ai fait sur Karabast, je ne l'ai pas affronté une fois. Et bien cette carte-là, je la découvre au moment où mon adversaire me la joue. Et je perds instantanément la game là-dessus. Alors que si je tape avec Anakin, je suis persuadé de gagner cette game derrière. Et ça change tout. Le pire, c'est que mon adversaire, en tout début de partie, il m'a joué foi pour tes amis, je ne sais pas comment ça se dit en français, qui permet de regarder les 3 cartes du dessus du deck et d'en piocher une, et ensuite de pouvoir révéler d'autres cartes de ta main pour pouvoir créer des spy tokens. Et en fait, au moment où il me fait cette carte-là, il révèle What is this de sa main. Il me révèle cette fameuse carte. Ah non, c'est pas avec ça, pardon, je dis une bêtise. C'est avec... comment il s'appelle? Pardon, c'est avec le Master Codebreaker. Lui, quand il arrive en jeu, tu regardes le top 8 du dessus de ton deck et tu prends une carte Gambit et tu la montres à ton oppo et tu la mets dans ta main. Et mon adversaire, il me montre What is this. Donc le pire, c'est que je connais tellement pas la carte qu'elle m'est sortie de la tête, en fait. C'était pas... dans mon référentiel de jeu, c'était pas une carte emblématique et hyper importante de son deck, ce qui fait que même si mon oppo me l'a montré tour 1, 10 tours plus tard, je me souviens pas du tout de l'effet
de la carte que l'oppo m'a montré en early game. Et donc ça me fait perdre instantanément la partie. Sur un manque de pratique, de connaissance du match-up. Game 2, je mulligan ma première main pour essayer de trouver un play d'early game, donc un drop 2, et je n'en trouve pas. Donc forcément, je me retrouve en retard parce que au premier tour, je ne peux pas imposer de cartes sur le board. Ne pas imposer de cartes sur le board au premier tour, ça a deux mauvaises applications. C'est que déjà, pour prendre les trades, la première unité de ton adversaire, tu ne peux pas commencer à la trader. Et en plus de ça, tu ne peux pas attaquer pour générer la force. Et donc du coup, pour pouvoir commencer à utiliser tes effets de Mertalzin, je me retrouve derrière pendant absolument toute la game et je la perds. Je commence sur un 0-2 bien mérité. Des erreurs, pas de chance au mulligan sur la game 2 et vraiment, je jette ma game complètement. Je jette la première game sur What 10 et donc forcément, au niveau où on joue sur un Planetary Qualifier, c'est juste pas possible, quoi. Donc déjà, punition instantanée. Je savais que j'avais pas bien préparé ce tournoi. Je le paye dès la première game. Parce que du point de vue d'un joueur de Lando qui joue régulièrement, j'imagine que voir un joueur de Talzin avec un Anakin qui est prêt à rentrer 5 dégâts et qui va donc pressuriser la base, qui a de l'avance en plus sur le board et qui peut faire la course, le voir faire sabre laser sur mon drop 6 alors que tu as Wadjis en main, je pense que dans sa tête c'est en mode ok, lui il sait pas ce qu'il fait là. C'est vraiment le pire play de l'année. Et donc voilà, je le paye cash, quoi. Bien joué à mon adversaire. Je commence avec une défaite. Deuxième match, j'affronte le colonel Yularen, qui est un deck très agressif qui va vous proposer d'attaquer avec 2 unités sur la même phase. En gros, quand tu attaques avec une unité, tu peux aussi attaquer avec une unité qui a un coût inférieur à l'unité avec laquelle tu as attaqué. Exemple, si tu attaques avec ce triple 0 qui coûte 3, eh bien si tu as un drop 2 sur le board, tu peux attaquer dans la même phase avec ton drop 2 directement. Donc ça, c'est un deck très agressif et très terrestre. Donc c'est exactement ce que Mertalzin veut affronter. Ça, pour le coup, c'est le match-up que je suis très très content de voir. La game 1 se passe sans surprise plutôt bien. Je prends tous les trades possibles et inimaginables. C'est-à-dire que dès que mon adversaire joue une unité, je la trade. Sauf que l'avantage de Talzin, c'est que tu prends les trades, mais toi, tes unités, elles survivent. Déjà parce que tu as mis des -1/-1 sur les unités de l'adversaire, ce qui fait que tu as moins blessé les tiennes. Et parce qu'en plus, on a des unités qui ont quand même des sacrés PV, un sacré paquet de PV en défense, quoi. Que ce soit des Anakin à 7 d'endurance, pareil pour des étrangers à 7. Globalement, tu prends les trades, puis derrière, tu tiens le board. Et puis derrière, quand tu décides de switcher la tempo et commencer à partir base, tu as tellement d'avance sur le board que ton adversaire, il ne peut pas revenir. Et donc, c'est exactement comme ça que se passe la première game. On joue la game 2. Et pareil, je crois que mon adversaire fait à peu près la même sortie. J'avais jamais affronté ce deck-là. Hein. Pour moi, c'était tout nouveau. Pareil, sur le simu, j'avais pas du tout affronté des colonels Yularen. J'ai vite compris dans le match-up que c'était en ma faveur, mais je découvrais quand même la plupart des cartes que mon oppo me jouait. J'avais la chance en side d'avoir rentré cette carte-là, qui a beaucoup de valeur dans le match-up. À la base, cette carte-là, moi, je la rentrais surtout pour les decks spatiaux. Et Colonel Yularen, c'est pas du tout un deck spatial. Par contre, ça ajoute des droïdes. Et en fait, il y a même des cartes qui vont créer des droïdes. Et en fait, impulsion électromagnétique, ça inflige 2 dégâts à une unité droïde ou un véhicule. Et tu l'inclines. Donc historiquement, on la joue surtout pour incliner des véhicules. Mais en fait, ça marche très très bien aussi pour incliner ou impacter des droïdes. Donc voilà, en plus de ça, j'avais des cartes de side vraiment adaptées à ce match-up-là, quand bien le match-up était déjà positif. C'était pas évident pour mon adversaire. On a un petit micmac en fin de game avec l'oppo, parce qu'il fait un dévastator et je prends les 4 dégâts sur ma base. Et en fait, un tour plus tard, mon adversaire il se rend compte qu'il aurait préféré rediriger ses dégâts sur mon board. Et effectivement, ça aurait peut-être été un peu mieux parce que ça m'aurait poussé moi à remettre du board pour essayer d'aller létal. Il aurait pu trade des cartes impactantes sur mon board. Mais on a fait tous les deux l'erreur. Moi, j'ai directement assigné les dégâts sur ma base parce que tous les dévastators que j'affrontais, ils me faisaient toujours 4 bases.
Et en fait, non, Devastator, il a une capacité, c'est que tu peux assigner les dégâts, c'est des dégâts indirects, et tu les assignes comme tu veux. Donc voilà, on s'est un peu planté là-dessus. Je suis pas sûr que ça a changé l'entièreté de la fin de la game, mais c'est vrai qu'il y avait un peu ce bad feeling de « Ah, attends, avec mon Devastator, j'aurais pu faire autre chose ». Shit happen, ça arrive, c'est pas très grave. Devastator, c'est cette carte-là, hein, c'est un 9-6 pour 8. Et quand tu le joues, en gros, tu peux infliger des dégâts indirects comme si c'est toi qui les assignais, alors que les dégâts indirects à la base, c'est le joueur défenseur qui les assigne comme il veut. Donc j'ai un 2-0 contre Colonel Dularen, qui était un bon match-up. Ça me place à 1 partout dans ce Planetary Qualifier. On y croit encore, on peut encore y croire. C'est encore acceptable. Qu'est-ce que j'affronte après? Je crois que j'affronte, ouais c'est ça, l'Amiral Akbar. Amiral Akbar, c'est un deck que je connaissais pas, que j'ai découvert en regardant la finale à Prague, parce que c'est ce deck-là qui a remporté le Regional Championship. Je vous mets à l'écran la decklist d'ailleurs du gagnant du Régional. C'est un deck très late game, assez contrôle, qui va pouvoir tenir le board, tanker, et générer des X-Wing un peu facilement pour pouvoir commencer à gratter sur le space. En gros, tu tiens très bien le board sur le sol, et tu crées des petits X-Wing sur le space pour pouvoir aller gratter ton oppo. Je pense que c'est un match-up qui est dégueulasse pour Talzin, parce que quand bien même tu t'occupes d'essayer hein, autant que faire se peut, de trade et de gérer le board sur le terrestre, bah, pendant ce temps-là, Akbar, lui, il te grignote avec les X-Wing sur le space. Et donc c'est très très difficile de... plus la partie avance et plus la game t'échappe, en fait. C'est très très dur de solutionner à la fois tous ces play late game, trucs comme Mandalorian ou comme le Liberty, et en même temps de pouvoir temporiser la gestion, en tout cas d'encaisser la création des tokens X-Wing. Je sais pas si le deck était hyper populaire avant Prague, mais il y avait plusieurs joueurs qui l'avaient ramené à ce Planetary Qualifier, et c'est vrai que dès que je m'assois face à mon oppo, je sais que ça va être une game compliquée. La première, ça se passe évidemment comme attendu, c'est-à-dire que l'oppo, on va jouer le jeu du trade et le jeu du board sur toute la partie terrestre. Mais l'adversaire, il va pouvoir quand même me submerger, notamment avec sa partie late game. Donc des Kelleran Beck, des Qui-Gon Jinn. C'est très très fort Qui-Gon, parce que ça va souvent venir trade dans Talzin. C'est une 7-5 pour 7 qui peut en bouge, donc elle peut attaquer au moment où ça arrive. Ça prend le trade sur Talzin, surtout notamment si elle a un sabre. Et comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien mettre le sabre sur la Talzin. Donc tu te retrouves en fait à faire sabre sur Talzin, elle tape à 5. Ton oppo, il met donc sabre sur la Talzin, elle tape à 5 parce que tu lui as mis plus 2. L'oppo, il fait Qui-Gon, il vient trade ta Talzin, parce que souvent quand tu as mis ton sabre, après tu as pris un petit trade, ce qui fait que tu es toujours à 7. Il trade Talzin, et en plus de ça, quand sa carte meurt en when defeated, il peut choisir une autre unité de mon board et la mettre ou on top ou bottom de mon deck. Enfin, c'est moi qui choisis, mais c'est lui qui choisit l'unité. Et c'est vrai que cette séquence-là, en game 1, elle me détruit, quoi. Donc ouais, ce play Qui-Gon, ça me met dedans sur la première, et derrière, je me fais écraser par des cartes comme Queen Amidala, qui sont pas évidentes à aller chercher si on n'a pas des interactions clean. On a beaucoup d'interactions clean à Queen Amidala, hein, notamment l'assassin de Talzin et tout, mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses à solutionner. Et donc je perds sur la value de mon oppo. Game 2, c'est moi qui suis sur le play, je fais une bonne sortie de mémoire. Donc je trouve toute ma curve, mes drop 2 dans mes drop 3, dans mes drop 4. Je prends les bons trades et j'ai assez de patates sur le board pour pouvoir commencer à attaquer la base, et derrière avoir un peu un gameplay tempo. C'est-à-dire que une fois que tu as pris les trades, que tu te retrouves en position favorable sur le board, avec des unités qui ont de quoi taper un peu fort, des Mère Talzin, des Anakin Skywalker, peut-être même des Strangers, je me souviens plus exactement de la configuration de la game. Bon, bah là, il y a un spot où tu te dis, ok, mon adversaire, si la game dure, il va pouvoir me jouer des plays impactants, et il va pouvoir reprendre le board, et je vais juste mécaniquement finir par perdre. Donc là, mon plan maintenant, c'est j'ignore ce qui se passe, je mets tout dans la base, et à chaque fois que mon oppo il joue une unité qui est un petit peu embêtante, je fais point de bascule pour gérer,
ou alors croiseur, ou alors comment ça s'appelle, No Glory, et on essaye juste d'avoir ce côté un peu tempo de je cours, je mets le plus de dégâts possible, dès que tu poses une menace, je la gère, et entre guillemets, je me satisfais de mon board pour aller mettre les derniers dégâts. Et donc ça passe de justesse, mais ça passe, donc j'arrive à égaliser contre Amiral Akbar, et je me dis putain, en fait, le match-up est jouable, il est prenable, quoi. C'est un mauvais match-up, mais je sens que je peux le faire, quoi. Le plan de je traite tout ce que je peux en early game, et dès que j'ai 2-3 personnages un peu cossus sur le board, je commence à courir, sachant que lui, Amiral Akbar, il met pas beaucoup de dégâts en early game, donc je veux dire, je prends souvent l'avantage aux dégâts de la base. Je me dis que ça peut le faire. Il nous reste qu'une dizaine de minutes, je crois, pour jouer la game 3, mais en jouant très très vite, ça peut le faire. On s'est fait vraiment avec mon adversaire un blitz Star Wars Unlimited où on jouait vraiment le plus vite possible. Donc c'est mon adversaire qui commence, et là malheureusement, là où on a besoin de jouer vite, où j'ai besoin d'essayer de passer en dessous, de gagner globalement rapidement la partie, parce que de toute façon plus la partie elle dure et plus c'est à l'avantage d'Akbar, et ben en fait je me retrouve dans un spot où encore une fois je mulligan dans mes 13 drop 2, hein. J'en ai pas 9, j'en ai 13, pour vous donner un ordre d'idée, 13 drop 2 dans 50 cartes, on doit être à plus de 90% de chance d'ouvrir un drop 2 dans la main. Donc les fois où tu dois mulligan parce que t'as pas de drop 2, c'est anecdotique, quoi. C'est 10% de chance de devoir mulligan. Et donc, du coup, sur 2 mains de 6 cartes, là, tu tombes à un pourcentage de chance hyper bas de ne pas trouver ton drop 2. Et en fait, je mulligan et je ne trouve pas de drop 2. Ce qui fait que sur cette partie un peu déterminante qu'on doit gérer rapidement, où je dois essayer de passer en dessous un match-up difficile, bah, je commence sans mettre de cartes sur le board. Ce qui fait que je ne peux pas commencer à prendre les trades convenablement. Ce qui fait que mon adversaire commence déjà à me déborder en mettant des dégâts sur la base. Il commence à générer beaucoup de X-Wing. Et en fait, cette game-là, je la perds à l'agression parce que ça change tout, en fait. Le fait de ne pas pouvoir commencer à tenir le board en déployant un drop 2. Ne pas déployer de drop 2, c'est un tour de trade en moins. C'est la génération de la force un tour trop tard. C'est une utilisation de Talzin de moins. C'est l'enfer en fait. Quand j'ouvre ma main après mon mulligan à 6 et que je vois que j'ai pas de drop 2, je sais que je suis dedans, quoi. Je sais que la game elle est foutue. Et mon adversaire gagne, je sais même pas si on était dans les tours additionnels ou à quelques secondes de la fin, il gagne vraiment sur le fil au dernier moment, mais bon, c'était mérité, il avait bien joué. Et moi de toute façon je pouvais pas gagner cette game, je pouvais juste à la limite la tanker pour avoir une égalité, mais ça n'avait pas d'intérêt, donc c'est bien que ce soit mon oppo qui l'ait gagné, quoi. Donc je suis à 1-2 dans ce Planetary Qualifier, ce qui est un mauvais résultat au vu des 5 rondes et du top 8 et du fait qu'il y ait déjà 4 personnes à 3-0. Je sais que là, avec 2 défaites, je ne peux plus prétendre au top 8, donc maintenant je ne joue entre guillemets que pour l'expérience, la gloire, le débrief que je vous ferai en vidéo, mais je n'ai plus d'intérêt compétitif à continuer à jouer. Je décide quand même de continuer à jouer le tournoi, hein. Je ne drop pas du tournoi, il n'y a pas de side event à aller faire à côté, donc tant qu'à faire, maintenant qu'on est là, autant jouer, puis ça reste un plaisir. Moi j'aime jouer à Star Wars Unlimited, quand même j'ai pas préparé le tournoi à la hauteur de ce que j'aurais dû, je prends du plaisir à jouer les games, à apprendre et à m'améliorer. Donc je décide quand même de rester. Et donc en ronde numéro 4, j'affronte de nouveau, voilà c'est ça, un Lando. Alors c'est marrant parce que quand je m'assois en face de mon adversaire, il y a mon collègue du local qui est juste à côté de moi et qui me dit t'es content que ton adversaire il ait un tapis galactique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Galactique, c'est un peu l'équivalent des championnats du monde. C'est le plus gros tournoi auquel tu peux participer à Star Wars Unlimited. Et donc le fait que mon adversaire il ait un tapis avec marqué Galactique dessus, bah, ça sous-entend qu'il a participé au championnat du monde, quoi. Moi je fais une petite blague en disant ouais bon il a peut-être acheté, il a peut-être pas participé au Galactique, tu vois. Et mon adversaire me répond si, il participe au Galactique. Bon, c'était un peu drôle, quoi. C'était pour dire putain, t'es à 1-2, c'est ta 4e ronde, ça se passe pas très bien pour toi le tournoi, et en plus de ça, tu tombes sur un oppo qui lui a déjà joué des tournois de grandes envergures. Ça va pas être facile.
Cela dit, ça reste Lando, ce qui est un match-up acceptable pour Talzin, encore une fois. Donc je suis plutôt content, moi, au-delà du niveau de jeu de mon adversaire, qui lui, d'après son tapis, est plutôt élevé. C'est un match-up que je suis content de rencontrer, Lando. En plus de ça, j'ai appris lors de ma première ronde. Je sais que maintenant, il faut que je tourne autour de Wadjis, c'est la carte clé, c'est celle qui va lui permettre de gagner la course, de retourner la situation, d'avoir un big play. Voilà, je me suis fait avoir une fois, je ne me ferai pas avoir deux fois. Cela dit, dans la game, je me suis encore fait avoir par Qui-Gon Jinn. Ça, pour le coup, cette carte, elle m'a traumatisé pendant tout le tournoi. Mais je pense que j'ai un peu mieux joué ces games-là que ce que j'ai pu jouer la ronde 1, et c'est normal, hein, on apprend, hein. C'est quand tu tombes dans les pièges qu'après tu tombes plus. Globalement, il faut que tu tombes dans tous les pièges une fois pour reconnaître le piège et plus te faire avoir. Donc je perds la game 1, je sais plus exactement pourquoi, juste mon adversaire joue bien, et je crois que je prends encore une fois un Qui-Gon assassin, mais ça se joue à chaque fois à quelques dégâts près. Je gagne la game 2. Je gagne la game 2 sur une bonne sortie, une bonne gestion. Pareil, le côté tempo. Après, j'ai beaucoup d'unités sur le board et je peux juste gérer 1 à 1 toutes les menaces que mon adversaire propose, notamment des Liberty, qui est vraiment une carte assez enquiquinante. Et la game 3, on est dans un spot où la game elle est très très serrée, très disputée. On est tous les deux avec beaucoup de blessures sur la base. Et il va se passer un truc qui est un peu frustrant et en même temps qui est une erreur. Hein. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ce tournoi et je les ai toutes payées assez cash. Et c'est normal, hein, quand on fait un Planetary, il n'y a que des joueurs qui te font payer tes erreurs. Déjà, je remercie mon oppo parce qu'il a été particulièrement fair play. Je vais vous donner un exemple. J'ai géré un Stolen Atholer à un moment dans la game, notamment je crois sur la game 3. Et en fait, cette carte-là, elle dit que quand elle est défaite, ton adversaire est obligé de choisir son adversaire. Et pendant cette phase, ton adversaire peut jouer cette unité depuis la pile de discard gratuitement. Et moi, dans ma tête, le Stolen Atholer, c'est une carte que ton adversaire peut jouer, mais pour laquelle il doit quand même payer les 3 ressources. Juste, j'ai pas lu la carte et c'est une erreur de ma part. Pourtant, ça, c'est une carte en plus qui a été beaucoup jouée dans les méta précédentes. Mais bon, je suis passé à côté, quoi. Et donc, je tue l'atholeur de mon adversaire. On joue notre phase. Et moi, j'ai besoin de dépenser toutes mes ressources pour jouer d'autres unités et d'autres plays. Et à la fin de la phase, mon adversaire me dit « Tu joues pas le Atholer ?» Et je lui dis « Bah, je réfléchis, je tanque un peu, je relis la carte. » Et je lui dis « Bah, si, je le joue, vu que c'est gratuit, quoi. » Mais en gros, mon adversaire, quand on arrive au bout de la phase, il aurait très bien pu, entre guillemets, me dire « Bah, t'as pas joué le Atholer, maintenant, t'en as plus la possibilité. » Et dans ce cas-là, il est discard pour toujours. Là, il m'a rappelé, entre guillemets, que bah, théoriquement, c'est gratuit pour moi de jouer cette carte-là. Donc, je devrais la jouer. Après, en même temps, on était tous les deux, à ce moment-là du tournoi, à 1-2. On jouait plus du tout pour la qualification. Je pense que c'est juste fair play de la part de mon adversaire d'avoir relevé mon misplay et de m'avoir laissé récupérer le Stolen Atholer. C'était hyper fair de sa part. Je l'en ai remercié. J'ai dit c'est très élégant de ta part. Et voilà, en tout cas, l'enjeu faisait qu'il n'avait pas forcément intérêt à me cacher cette information-là, quoi. Je pense qu'il voulait juste jouer la game la plus fair possible et c'était tout à son honneur, évidemment. Mais voilà, il aurait pu... et ça aurait pas été shady de sa part, juste, bon, bah, t'as oublié de jouer le Stolen Atholer, tu le joues pas, et fin, tu vois. Et j'aurais même pas pesté contre ça, en fait, en soi. Ça m'aurait semblé logique, quoi. Bref, et donc à la fin de cette game, je vous disais qu'on a un scénario un peu frustrant, parce qu'en gros, je vais avoir l'étal sur le board le tour d'après. Par contre, c'est mon oppo qui a l'initiative, et donc j'ai un certain nombre de dégâts sur ma base, et en comptant son attaquant le plus fort, le nombre de cartes qu'il a en main, je compte que agressive négociation ne me tue pas au point près. C'est-à-dire que moi, j'ai une base à 28. Et en gros, si, lors de son premier tour, de son premier coup, du début de son tour, il tape avec sa meilleure unité, plus agressive négociation que je compte à plus 5,
eh bien dans ce cas-là, il passe ma base à 27. Et moi, derrière, je tue quoi qu'il advienne, avec n'importe laquelle des unités sur mon board. C'est le calcul, c'est toute la manière que j'ai eu de designer mon tour pour m'offrir ce 100% de létal. Sauf que, il y a un truc que je n'ai pas pris en compte. Un seul truc. C'est que pendant mon tour, j'ai fait un command dire sur le Stolen Hauler de mon adversaire pour pouvoir justement m'offrir à 7 dégâts, temporiser ces dégâts à lui et moi pouvoir mettre 4 dégâts de plus pour être sûr d'être létal avec n'importe laquelle de mes unités. Et donc au moment où je fais tout le calcul de il va agressive négociation, il a pris l'initiative sur sa meilleure unité, il me laisse one-off et moi derrière je tape, j'ai létal. Quand je compte les cartes en main et le fait qu'il puisse faire plus 5 en ne ressourçant pas au début de son tour avec agressive négociation, j'oublie de compter, parce que lui, je pense que lui aussi s'est vu mort, jusqu'au moment où on se rend compte que, mais à la fin du tour, avec command dire, le Stolen Hauler, il revient dans la main de mon adversaire. Ce qui fait que son attaque, elle n'est pas à plus 5 avec agressive négociation, elle est à plus 6. Ce qui lui donne donc tout pile le létal. Mais c'était difficile de le prendre en compte et de refaire les calculs, parce qu'au moment où on fait tous les calculs, il a un nombre de cartes en main connu, des unités sur le board qui tapent avec tant de force. Il fallait que je me souvienne, entre guillemets, que je prenne en compte que le Stolen Hauler allait revenir dans sa main. C'est une erreur, hein, évidemment. Je perds sur ça et c'était probablement très facilement visible pour des joueurs très confirmés. Mais moi, ça me fait perdre instantanément la game. Sur un coup du sort, un truc un peu... ah putain, merde, un peu rigolo, quoi. Et mon adversaire aussi était là, en putain, mais je recomptais et tout. Et c'est quand j'ai récupéré le Stolen Hauler que, bah, effectivement, il voit qu'il a létal au point près, quoi. Donc je perds cette game, encore une fois. Je me souviens, mon adversaire me dit, pour quelqu'un qui joue pas régulièrement, tu joues quand même relativement bien, quoi. Et je lui ai dit, oui, mais j'ai quand même perdu 2 fois contre un bon match-up, quoi. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser. Pour l'instant, je suis quand même pas hyper satisfait de mon tournoi. Donc je suis à 1-3 dans ce Planetary Qualifier. Honnêtement, je fais probablement trop d'erreurs. Je mérite pas spécialement mieux, quoi. Mais j'apprends. Mais c'est vrai que cette game, putain, contre Lando, en fait, comme j'avais perdu contre le premier Lando en faisant plus ou moins n'importe quoi, et que là, j'avais quand même l'impression de relativement mieux jouer mes games, de plus tourner autour de ses plays à lui, de plus respecter ce que pouvait faire le deck. Perdre parce que j'ai pas compté une carte qui allait revenir dans sa main au début de son tour au point près, j'avais un peu cette frustration de putain, j'aurais aimé pour l'expérience dire ok, j'ai mal joué contre Lando la première fois, cette fois-ci, voilà, la deuxième game, j'ai compris, j'ai appliqué et j'ai gagné. Et en fait, même pas, quoi. Genre, vraiment, la claque de ce tournoi, elle va jusqu'au bout. Vraiment jusqu'au bout. On me dit, bah non, t'avais qu'à mieux préparer ton tournoi, mec, tu vois. Donc bref, c'est la vie. Dernière game, je suis à 1-3. Je ne joue plus que, encore une fois, pour l'expérience et le plaisir du jeu. Et j'affronte un deck Luc, sauf que j'ai pas pu vous trouver de decklist adéquate parce que mon adversaire, il jouait pas Luc vert, il jouait Luc jaune. Alors de ce que j'en sais, c'est une version plus offensive et agressive que Luc vert, mais un peu moins mid-range, j'imagine. Je ne saurais pas vraiment dire quelle est la différence. Luc, c'est un leader spatial qui joue énormément d'unités spatiales, donc comme vous pouvez le voir, ça fait partie des decks agressifs spatial que Talzi n'a pas forcément très envie de rencontrer. La game 1 se passe convenablement. J'arrive quand même à trade le peu d'unités qu'il me pose sur la partie terrestre et à éliminer avec des spells ou des actions les unités qu'il me pose sur le spatial. Mais il finit quand même par me déborder et me mettre les points qui manquent pour pouvoir me tuer. Game 2, c'est moi qui suis sur le play, qui suis sur le start. Et Mertalzin qui équipe le fameux sabre dont je vous ai parlé, ce play-là qui est assez impactant. Talzin sur sabre, globalement, va au bout de la game. Hein. Ça permet de rentrer 7 dégâts
sur une base. Je crois que mon oppo, il a une base à 30 classique. Tu fais 4 attaques de Talzin et c'est gagné. Donc, une fois que tu as déployé Talzin, que tu as déjà mis quelques dégâts, que tu as un petit peu trade le board terrestre et que tu commences à gérer autant que faire se peut les unités spatiales, bah, disons que la course, elle est plutôt en ta faveur et c'est ce qui se passe. Donc, j'arrive à remporter cette game avec Mertalzin. Et là, à la troisième game, il s'est passé un truc qui ne change rien sur la qualité de mon tournoi et je me dédouanerai pas de cette situation pour dire que j'ai pas eu de chance. Je veux dire, on est à un moment du tournoi où de toute façon je ne prétends plus à rien, si ce n'est à prendre de l'expérience. Mais je vais quand même vous le notifier pour la bizarrerie statistique de ce qui s'est passé. En gros, ce deck-là, je vous l'ai dit, on joue 13 drop 2, dont 11 sont des drops de force qui me permettent du coup de commencer à pouvoir utiliser la capacité de Mertalzin et surtout de pouvoir prendre le board très rapidement. Et là, il s'est passé un truc qui, peut-être que certains sur le chat voudront faire le calcul ou en tout cas sur ce replay YouTube voudront me donner la stat, mais qui me semble aberrant statistiquement. Je sais qu'à Magic, de mémoire, quand tu as 9 drop 1 sur un deck de 60 cartes avec une main à 7, tu as 80-85% de chance d'ouvrir ton drop 1 en main. C'est d'ailleurs un ratio qui est maximisé quand tu veux faire une sortie avec un drop 1 obligatoire. J'estime au doigt mouillé que si tu joues 13 drop 2 dans un deck à 50 cartes avec une main à 6, je pense que tu n'es pas loin des 90% de chance, et vous pourrez faire les stats si vous voulez sur le chat, de ouvrir ton drop 2 en main. On dit drop 2 mais c'est un tour 1, les drop 2, parce qu'on commence avec 2 ressources. Donc, toutes ces cartes-là, qui sont hyper importantes pour démarrer toute la stratégie de mon deck. Sachant que, avec au moins 92 après mulligan, voilà. Sachant que tu as le droit de mulligan, c'est-à-dire que si tu ne trouves pas ton drop 2 dans ta main de départ, on jette la main de 6 et on en reprend une autre. Et donc là, je pense qu'on monte au-delà des 90% post-mulligan. Dans cet affrontement contre Luke Skywalker, que ça soit en game 1, où je mulligan 2 fois, enfin, je mulligan une fois, du coup, je vois 2 mains. Que ça soit en game 2, où je mulligan et je vois 2 mains, ou que ça soit en game 3, où je mulligan et je vois 2 mains, je n'ai jamais trouvé de drop 2. Jamais. Donc c'est-à-dire que j'ai eu 6 fois 85% de chance de trouver un drop 2 et que 6 fois d'affilée, je suis tombé dans le 10-15% de chance. Et ça, je ne sais pas statistiquement combien de chances j'ai que ça arrive, mais à mon avis, ça doit être plutôt bas. Donc j'ai quand même réussi à gagner la game 2, même sans faire de drop 1. Mais c'est assez rare, quoi. Ce scénario précis, c'est 0,000752953% d'après mes maths. C'est très bas, effectivement, comme scénario. Et du coup, voilà, je ne cherche pas à dédouaner mon tournoi au vu de cette situation, mais plutôt à vous partager l'aspect cocasse de cette situation. Dans toute la game contre Luke, je n'ai jamais joué de carte à mon tour 1. C'est quand même un peu fou, quoi. J'étais un peu agacé, voilà, légèrement agacé. En plus, je suis à 1-3, c'est la dernière game. J'ai quand même bien envie de prendre cette petite victoire pour que mon débrief soit un peu plus satisfaisant et partir sur une bonne note. Et jusqu'à la 3e game de ce dernier BO où j'ai pas réussi à avoir de drop 1, et ben je ne trouve toujours pas mon drop 1. J'en rigole, hein. Genre, je ris jaune à ce moment-là. Et je perds cette game pour plein d'autres raisons. Mon adversaire jouait très bien. Il a posé les bonnes unités, il a bien converti l'avantage qu'il avait de toute façon de par le fait que je trouve pas mes drop 1. Mais c'était fou, quoi. C'était fou. Du coup, ça conclut ce tournoi sur le résultat brillant de 1 victoire pour 4 défaites lors de mon premier Planetary Qualifier,
qui est le résultat le plus mauvais que je n'ai jamais fait lors d'un tournoi à Star Wars Unlimited. Mais en même temps, je pense que je pouvais prétendre à mieux en vrai, même sans m'être trop entraîné, mais je ne pouvais pas prétendre à faire un top 8. Tous les adversaires que j'ai jouaient bien. Dans la salle, il y avait plein de gens qui étaient très compétents et très forts. Mais disons que voilà, toutes les erreurs que j'ai faites, je les ai payées cash. Il y a eu une espèce de corrélation instantanée entre le niveau d'investissement que j'ai mis dans le jeu et le résultat que j'ai fait au PQ. Donc comme quoi, il n'y a pas de recette miracle, c'est ceux qui jouent et qui s'entraînent qui font des bons résultats. Mais disons que comme pour me punir de m'être engagé à faire ce Planetary Qualifier et de ne pas m'être investi à la hauteur de ce que j'aurais dû pour respecter cet événement, en plus de ça, j'ai eu de la variance qui est venue vraiment m'enfoncer, quoi. Non, tu pioches pas au premier tour. Donc quand tu joues avec ta main à 6, si t'as pas ton drop 2, t'as pas ton drop 2. Fin du rêve, quoi. Oui, cocasse, moi je casse la table. Donc voilà, je me suis engagé à le faire et je l'ai fait. En vrai, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, sur ce tournoi, il s'est tellement mal passé, est-ce que ça vaut le coup de faire un débrief ? Je pense que oui. Je pense que c'est marrant d'assumer ce très mauvais résultat, de le partager, de ne pas le mettre sous le tapis, ça arrive, tout le monde plante des tournois. Alors c'est toujours mieux de planter un tournoi quand tu t'es entraîné, mais que tu as pris le mauvais deck, tu as fait le mauvais metacall, mais que tu as respecté l'événement. Moi je suis très honnête, j'ai planté le tournoi parce que j'ai rien branlé, quoi. parce que j'ai rien foutu. Cela dit, bah ouais, quand tu te mets à tester un des decks, franchement les plus durs du format à jouer une semaine avant ton Planetary Qualifier, c'est de ta faute si tu fais un 4. Je le sais, je me regarde là dans le retour caméra, c'est de ta faute, mec. Mais je trouve que c'est une expérience qui peut être intéressante à partager. Cela dit, à charge de revanche, parce que vous le savez, j'adore ce jeu. Et ça me fait chier mon premier Planetary Qualifier à Star Wars, de l'avoir un peu pris par-dessus la jambe. Ça me fait chier. Je crois qu'il y a un nouveau Planetary Qualifier en septembre près de chez moi. Et donc, autant que faire se peut, en tout cas, si je m'y présente, que je me pointe à cet événement-là, et que je fais ce Planetary Qualifier, je le ferai préparer. Je le ferai avec un deck que j'ai choisi, et non pas un deck par défaut. Je le ferai avec un deck qui est à la hauteur de mon volume de jeu et de mes compétences, ce qui n'est pas le cas pour Mertalzin. Et je le ferai en ayant assez d'entraînement pour ne pas découvrir les cartes de mes adversaires lors du tournoi, et pour pouvoir prétendre à un résultat meilleur que un 4. C'est un peu la leçon que je tire de ce débrief. C'est que, alors quand je dis tu respectes pas l'événement, j'ai aucun irrespect pour Star Wars, c'est un de mes jeux préférés et je l'adore. Mais disons que quand tu te pointes à un truc très compétitif, ce que j'appelle respecter l'événement, c'est d'être assez entraîné pour être à la hauteur de l'événement auquel tu t'inscris. Et donc je ferai en sorte de respecter le prochain Planetary Qualifier auquel je participerai avec Star Wars Unlimited. Et je suis d'ailleurs en réflexion pour switcher sur un autre deck qui, d'après moi, serait plus proche de ce que je apprécie et connais dans Star Wars Unlimited. Mertalzin, c'est très peu adapté pour un gars qui joue de manière un peu sporadique, on va dire comme moi. C'est un jeu qui est contrôle, qui nécessite de connaître parfaitement ce que fait ton adversaire, qui nécessite de jouer en réaction. Tu peux pas bien jouer en réaction quand tu découvres les cartes de ton adversaire sur le tournoi. C'est un deck qui demande un micro-séquençage assez précis. C'est globalement pas un deck quand tu es multi-TCG et que tu n'as pas énormément de temps à donner à un jeu bien spécifique. Et donc là, je sais que si jamais demain j'avais un autre tournoi à jouer et que je pouvais récupérer les cartes instantanément, très sincèrement, ce qui me semble le plus proche de ce que je jouais déjà avant, de ce que je me sens capable de maîtriser, pas trop difficilement, et qui m'a juste plu, parce que ça impose juste un gameplay dynamique avec des bonnes stats, un peu linéaire, c'est Lando.
Voilà. Si demain je devais changer de deck, je jouerais probablement Lando. Et si c'est une bonne option, donc post 7-8, on rappelle que le 7-8 sort en juillet et que donc le Planetary Qualifier qui intervient en septembre se jouera dans le 7-8. Si Lando est toujours une bonne option, c'est probablement le deck sur lequel je partirai. T'as choisi une montagne un peu trop élevée. Oui, en tout cas, je me suis pas donné les moyens de gravir la montagne. Si je jouais qu'à Star Wars Unlimited, la montagne de Talzin, elle n'est pas particulièrement haute par rapport à d'autres jeux de d'autres TCG. Mais je veux dire, elle est haute pour le temps d'investissement que j'ai à mettre dans le jeu, quoi. C'est important de partager les tournois où on se plante aussi, ça permet d'éviter de donner des expectations trop hautes aux gens. Ouais, et puis enfin, je veux dire, tout le monde plante des tournois, quoi. C'est juste que là, il y avait vraiment un storytelling de, ok, pourquoi je plante ce tournoi, pourquoi je suis 100% fautif à tous les niveaux, et pourquoi en plus de ça, le tournoi ne... Tu sais, il n'y a pas ce côté braquage, j'ai pas préparé, mais j'ai eu de la chatte. Non, le tournoi vraiment m'a bien mis la tête sous l'eau, quoi. Je me débattais, j'essayais de respirer tant bien que mal, et j'ai payé cash toutes mes erreurs, variances comprises. Et c'est peut-être pas plus mal, finalement. C'est une bonne leçon, quoi. Et c'est pas plus mal pour le jeu compétitif. Oui, tout à fait. De toute façon, tous les gens qui... Star Wars, c'est un jeu qui pardonne pas trop l'écart de niveau, dans le sens où, minus le 0,007% dans lequel je suis tombé, les decks sont très constants, font souvent les mêmes sorties. La connaissance de la texture de game et la manière que tu as de te positionner dans la game a énormément d'importance. Le knowledge a beaucoup d'importance. Et globalement, quand deux joueurs ont un niveau de jeu très disparate, il y a beaucoup moins la variance de Magic avec ses ressources qui te permet parfois de battre le meilleur joueur du monde parce qu'il a fait une death, tu vois. Globalement, à Star Wars Unlimited, c'est souvent le meilleur joueur qui gagne à la fin, ce qui est assez intéressant. Est-ce que ça t'a découragé ou donné envie de rejouer ? Ah bah non, ça m'a donné envie de rejouer de fou. Moi, j'adore le jeu depuis très longtemps. Ça fait partie de mes des TCG auxquels je joue le plus. Quand bien même là, pour ce 7-7, j'ai pas trop joué à cause de One Piece qui a disrupté mon temps. C'est un des rares TCG auxquels je vais jouer en local. Il y a plein de TCG, multi-TCG auxquels je joue pas en local. Donc non, ça m'a grave donné envie de rejouer. Minus le résultat décevant de ce Planetary... mais je suis plus déçu, je suis pas déçu du résultat, je suis déçu de ma préparation, tu vois. Où j'ai eu l'impression, voilà, de pas m'être mis à la hauteur de l'événement. J'ai aimé jouer, quoi. J'ai aimé les games que j'ai eu à faire, quoi. Je le trouve trop bien, ce jeu. Je crois que j'ai tout dit sur ce que j'avais à vous dire sur Star Wars Unlimited. Faites pas comme moi, préparez bien vos tournois, jouez à ce jeu parce qu'il est cool. Moi, ça m'a juste donné envie d'y jouer un peu plus. Et dès que mon échéance sur One Piece sera passée le 30 juin, je vais mettre 2-3 games dans le jeu, probablement monter Lando. Et puis on se donnera rendez-vous en septembre pour le prochain Planetary Qualifier, pour lequel je ferai évidemment un débrief si j'y participe et en espérant faire un meilleur résultat. Merci à ceux qui ont regardé sur YouTube, merci à vous le chat d'avoir participé. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.